Le 5 mars 2020, soit 3 mois environ après la réélection de Roch Kaboré, le Premier ministre Christophe Dabiré lançait les travaux d'élaboration du nouveau référentiel national de développement qui doit couvrir la période de 2021 à 2025. Le RND est donc l'outil qui devrait définir le chemin de développement du Burkina les 5 prochaines années. Il succède au PNDS dont le bilan est jugé mitigé par certains acteurs. Les plans de développement se succèdent donc sans visiblement répondre aux préoccupations réelles des populations. Pourquoi et que faire pour que le RND soit plus performant que le PNDS? Sur quoi le Burkina doit fonder son développement? Une édition spéciale, Madame, Messieurs, sur votre chaîne de télévision Burkina Info pour répondre à ces questions qui taraudent l'esprit de plus d'un. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alain Siri. Il est le coordonnateur technique du dispositif d'élaboration du RND. Bonjour, Monsieur Siri. Bonjour. Merci à vous de répondre à notre invitation. Également avec nous sur ce plateau, donc Abdoulaye Tao. Abdoulaye Tao est journaliste, directeur de publication du journal L'Économiste du FASO. Vous êtes donc spécialisé des questions donc, économiques. Bonjour, Monsieur Tao. Bonjour. Merci également à vous de répondre à notre invitation. Notre troisième invité sur ce plateau donc, est Célestin Pouya. Célestin Pouya est analyste politique. Il est également membre donc, de l'équipe d'élaboration du nouveau référentiel national donc, de développement au compte du SPONG. Monsieur Pouya, bonjour. Bonjour, Monsieur Paré. Merci à vous, en tout cas, de répondre à cette invitation. Le titre de cette émission, c'est de vous permettre déjà de vous faire une idée sur ce référentiel qui, ces 5 prochaines années, doivent guider donc, les principes de développement qui définissent donc, les stratégies de développement du Burkina Faso afin que chacun puisse en faire une idée. Je vais commencer avec vous, Monsieur Siri, vous qui êtes, donc, vous avez, il faut le rappeler, hein, géré, entre guillemets, le PNDS et actuellement, vous êtes devant l'élaboration du RND. En termes peut-être un peu plus clairs, c'est quoi ce référentiel national de développement? C'est quoi un référentiel national de développement en gros, hein, en gros. Ouais, effectivement, un référentiel national de développement, c'est un instrument de planification du développement, d'organisation du développement d'une entité qui se trouve être en général un État. Donc, un référentiel national de développement, c'est un instrument d'organisation, de planification du développement et c'est un instrument qui permet à un État, à un pays de fixer les priorités du développement au cours d'une période temporelle limitée. Donc, dans le cas d'espèce du Burkina, les référentiels ont une horizon temporelle de 5 années. Donc, on fixe les grandes priorités du développement, les grands objectifs, disons, donc, de développement et les moyens. On identifie les moyens et l'organisation donc, du système économique institutionnel pour assurer la mise en œuvre donc, de ce référentiel, pour assurer la marche vers l'atteinte donc, des priorités, des objectifs qu'on aura fixés. Voilà. Vous l'avez dit, hein, c'est la temporalité. Souvent, donc ici, on tient compte du mandat. La question que beaucoup de gens se posent, pourquoi ne pas aller au-delà d'un mandat? Bon, pourquoi ne pas aller au-delà d'un mandat? Disons d'abord que dans le cas du Burkina, bon, la planification du développement est organisée par une loi, hein, et pour le moment, il y a je dirais une contrainte législative même, puisque la loi en question, c'est une loi du 28 G de l'année 2018 qui fixe donc l'horizon temporel à 5 ans pour coïncider avec les quinquennats. Mais au-dessus des référentiels nationaux de développement, donc qui planifient le développement sur une période de moyen terme de 5 ans, il y a ce qu'on appelle les prospectives, les visions prospectives, voilà. Et elles ont des horizons temporels beaucoup plus longs, donc de l'ordre de 25, 30 années. Il y a des pays qui essayent de planifier leur devenir sur 50 ans, sur 100 ans. Dans le cas du Burkina, pour le moment, on a une vision de 25 ans, 2025. Et ensuite, en dessous donc, de la vision prospective, il y a le référentiel, puis en gros les politiques des secteurs. Et
également les plans territoriaux enfin, de développement, les plans locaux de développement. Voici l'architecture du système d'organisation de la marche vers le développement du pays. Et c'est le simple, on se rappelle, sous Blaise Compaoré, il parlait tantôt donc de prospective Burkina 2025. On a l'impression, des fois on se pose la question de savoir si les plans stratégiques qui sont élaborés tiennent compte de cette vision globale qui s'étale sur beaucoup plus d'années. Oui, c'est une très belle question. Effectivement, il faut dire que même quand on parle du référentiel national de développement, il faut dire que ce n'est pas isolé de toute la vision de développement à long terme. Et on sait aussi que la plupart de nos politiques publiques sont aussi teintées de nos engagements au niveau international. On se rappelle des ODD. Vous ne pouvez pas dissocier les ODD de nos différents référentiels nationaux en tout cas de développement. Et à l'horizon 2030, nous avons des engagements en tant que tels. Donc en réalité, je pense que M. Siri peut je parle sous son contrôle, mais un référentiel national de développement ne vient pas, en fait, les priorités ne viennent pas du néant, mais ça vient d'un diagnostic. Effectivement, de tout ce qui s'est passé comme instrument de développement. Et à partir de cela, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir quelles peuvent être les priorités. Et pour notre mémoire, depuis 1960 jusqu'à 2015, nous sommes à 10 plans de développement. Si on ajoute le PNDS, voilà, qui vient de finir, nous sommes à 11. Si on ajoute encore le nouveau référentiel, nous serons à 12. Donc, mais quand on regarde tout ce qu'on a pu faire, ça n'a pas fait reculer significativement la pauvreté. Voilà, même la SCAD qui était juste avant le PNDS nous a fait arriver quand même à 5,5% en tout cas de croissance, mais sans pouvoir nous faire aller avec un bon significatif au développement. Et on se souvient effectivement que la SCAD, avec ses résultats, contenait en même temps les germes de l'insurrection, les inégalités sociales. Parce que là, le développement, il faut le dire, paraît être comme une maison à étage, pendant qu'il y en a qui sont au 75e niveau, là, mais il y en a qui poiratent aux choses au premier niveau. Donc, au fait, en réalité, tout ce qui s'est passé au niveau de tous les mandats, doivent concourir à améliorer un nouveau référentiel. Et disons, est-ce que vous avez l'impression que les nouveaux référentiels ne se nourrissent pas suffisamment des anciens? Oui, je pense qu'il y a un travail, surtout pour le nouveau référentiel, il y a eu un travail admirable qui a été fait. Parce que quand on regarde un des instruments qu'on a utilisés, mais c'est d'abord l'évaluation du PNDS. Quels sont les pas qu'on s'était donnés, qu'est-ce qu'on a pu franchir comme pas et qu'est-ce qu'il reste à faire encore. Et j'aime bien cette loi de 2018 qui fixe la temporalité à 5 ans. En réalité, c'est une méthode cartésienne. On a beau avoir une vision à long terme, mais tôt ou tard, il faut diviser la difficulté. Et en adéquation avec les mandats que les gens viennent prendre. Si effectivement on suit bien l'agenda, le calendrier de l'élaboration des référentiels et leur mise en œuvre, en principe, les candidats aux élections présidentielles ne viennent pas mettre en place un programme qui résolve des priorités qu'ils ont découvertes elles-mêmes. Mais le diagnostic fait sortir les priorités. Maintenant, ce qui va être maintenant compétitif au niveau des élections, c'est comment chaque candidat propose comme stratégie pour la mise en œuvre. Donc, pour le nouveau référentiel, quand vous regardez, on tient compte vraiment des bilans de tous les chefs qui sont partis et de tous les présidents, mais aussi des pas, des défis et des obstacles en tout cas qui nous restent. D'accord. Abdoulaye Tao, comment est-ce que vous voyez cet agencement et donc vision globale et puis avec des stratégies, même la durée en 5 ans, vous pensez que c'est raisonnable, ça peut permettre de booster le développement? Bon, sur la durée de 5 ans, dans l'opinion, malheureusement, l'idée forte qui reste, c'est qu'on a l'impression que c'est le programme du président. C'est vrai, comme M. Pouyal a dit, un politique qui vient, il y a un état de lieu qu'il fait, il intègre cet état de lieu dans sa proposition de société, dans son projet de société. Donc, il module. Et aujourd'hui, l'exercice qu'on est en train de faire, justement, c'est à partir du moment où il y a un nouveau pouvoir, il réactualise son projet de société maintenant qu'il a le plein pouvoir pour essayer de l'adapter justement à l'horizon 2025 parce que je pense qu'en 2025 on va encore faire un grand débat pour voir on se projette sur combien d'années encore en termes de développement. Pourquoi le programme par exemple des candidats ne peuvent pas servir, les programmes des candidats ne peuvent pas servir en même temps de plan ou de référentiel de développement? Non, enfin, peut-être que M. Siri est bien placé pour développer. Oui, on lui permet de répondre. Les programmes de tous les candidats
Quand ils sont disponibles, Oui. les équipes qui travaillent sur les référentiels ne s'interdisent pas du tout de regarder toute la documentation, toute la connaissance disponible. En fait, les processus de préparation de ces instruments-là sont vraiment très consultatifs. On fait toutes les études possibles, toutes les recherches possibles. Puis, maintenant, comme il y a quelqu'un qui est élu sur la base d'un programme, qu'il a la légitimité, quand il allait vers la population, donc à la fin, il faut davantage réconcilier tout le diagnostic qui a été fait avec les priorités qui ont été édictées dans le programme de société de celui qui a été élu. C'est aussi un principe démocratique, puisque bon, on suppose aussi que les présidents sont élus sur la base de la qualité aussi de leurs propositions de politique. Voilà pourquoi vers la fin du process, il y a une mise en cohérence de tout, du document. Et aussi, ce document également, on fait l'effort de prendre en compte les engagements de l'État, puisque l'État est une continuité. Donc, on prend en compte... Donc, est-ce que vous dites là qu'il ne suffit pas pour le candidat ou bien le candidat élu de faire des promesses, mais quel que soit ce qui sera dit, il va falloir tenir compte du passé du pays? Ah oui, parce que bon, il y a quand même des conventions que le pays signe. Et quand vous signez une convention internationale, bon, par définition, elle prime un peu sur le droit, sur le droit national. Donc, on est dans une zone, une union économique et monétaire, donc il y a des contraintes voilà, dans la discipline budgétaire à observer. Donc on tient compte de tout ça. Nous sommes tous partie prenante de l'agenda des Nations Unies pour le développement à l'horizon 2030. Donc il y a les objectifs du développement durable. Donc on en tient compte dans le cadre donc, de la finalisation du référentiel qui va sortir. Voilà un peu. Abdoulaye, vous voulez réagir? Non, je pense que M. Pouy a donné la chaîne interne, les pas. Et je pense que, au-delà de la vision globale, quand on regarde le programme quinquennal, c'est-à-dire le référentiel qui est projeté sur 5 ans, l'exécutif qui est en charge de ce programme-là, justement, on va le juger au rythme, au niveau d'atteinte des résultats, des objectifs qui s'est fixé. Et je pense que c'est ça qui est déterminant pour juger justement la qualité de la mise en œuvre. C'est-à-dire, par exemple, sur l'éducation. On prend sur l'éducation, on se dit 100% de scolarisation à 16 ans. Ça, c'est un exemple que je prends, peut-être que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et qu'effectivement, au bout du quinquennat, on est effectivement à 100% ou à 90% d'enfants de 16 ans qui sont scolarisés. Ça, c'est un pas. On peut juger. Au-delà des engagements internationaux, il y a la mise en œuvre pratique qui dépend bien entendu du contexte, l'évolution de la société, les crises qu'on peut... Est-ce que vous dites que la qualité du référentiel, en fait, le document qui doit servir donc de guider l'ensemble de ces pas, c'est pas ça le plus important, mais c'est la qualité des hommes qui sont chargés à mettre en œuvre ce référentiel? Le management, la volonté politique, et derrière, il y a les ressources qui vont avec. Si on réussit à avoir les hommes qu'il faut, le management qu'il faut, et qu'on a les ressources disponibles, théoriquement, si on est dans un contexte de paix et de sécurité, théoriquement, on va pouvoir atteindre les objectifs. D'accord. Il faut dire que même le processus d'élaboration des politiques publiques au Burkina Faso est en construction en tant que tel. Et si vous regardez la loi du 28 juillet 2018 qui fixe effectivement les modalités d'élaboration justement de ces référentiels-là, mais au fait, en principe, on devrait arriver à ce que le diagnostic qui précède l'élaboration du référentiel soit donné et finalisé avant les campagnes électorales. Ça veut dire qu'en principe, quand on sera un État avec beaucoup de capacités, on devrait arriver à avoir le diagnostic déjà fait et on fixe les objectifs aux candidats qui doivent dire voilà... Et qui devrait faire ce travail? Oui, mais disons, ce sont les différents acteurs. Par exemple, l'équipe du PNDS, qui est composée aujourd'hui, j'admire bien ce qu'ils ont fait actuellement, hein, ce n'est plus seulement le rôle de l'État, mais c'est vraiment tous les acteurs qui peuvent y contribuer. Donc, en ce moment, quand le diagnostic est fini, on peut dire, par exemple, par rapport à l'eau potable, voilà, on voudrait que, ce serait bien si le Burkina Faso peut arriver à 80% d'accès.
Et les candidats vont dire, voilà, oui, effectivement, par rapport à ça, je vais essayer de faire ceci. Si vous analysez les différents projets de société, nous l'avons analysé dans le cadre d'un travail avec l'ONG WaterAid. Mais on a vu que les politiques ont leur objectif. Et maintenant, le PNDS qui a été élaboré par tous les acteurs ont leur objectif. Je pense seulement un exemple. Lisez le projet de société de Rochma Christian Kaboré 2015. Quand on dit zéro corvée d'eau, c'est 100% de taux d'accès. Quand on dit ça, même ceux qui sont au niveau du secteur veulent remettre ça en cause. Lisez seulement le projet de société. Mais après, quand on s'est réunis pour élaborer le PNDS avec tous les acteurs, y compris la société civile, on a vu que c'est un peu trop ambitieux. On l'a ramené à peu près à 72%. Et quand on regarde à l'évaluation, même ça, on ne l'a pas atteint. Ça veut dire, Alain Siré a employé un terme très intéressant, ça veut dire la conciliation. Donc il faut qu'on arrive à concilier les projets de société qui sont des ambitions politiques et qu'on le prenne comme ça avec également un référentiel qui est un document d'orientation de développement qui trace les priorités qui ne dépendent pas des humeurs de quelqu'un, mais c'est comme ça. Là, on va éviter qu'il y ait deux niveaux de suivi des engagements présidentiels. Un service de suivi des engagements électoraux, comme ce que le président Marc Christian Kaboré a eu à mettre, et aussi le suivi du PNDS qui nous rassemble tous. Maintenant, comment faire la différence entre ces deux? Parce qu'il a dit quelque chose d'essentiel qui est passé pratiquement inaperçu. On a jugé le premier mandat du président Kaboré sur la base justement de zéro corvée d'eau, alors que le PNDS prévoyait autre chose. Oui. Bon, disons que le PNDS, il ne faut pas dire comme ça, le PNDS prévoyait autre chose. Non, le PNDS, non, il n'a pas prévu autre chose. Mais le PNDS, c'est par rapport au niveau de l'ambition, puisque le PNDS, lui, c'est vraiment un instrument de planification. Donc, comme je l'ai dit, on fixe les objectifs à atteindre en fonction du niveau de ressources qu'on a projeté. Bon, quand vous prenez les processus d'élaboration des programmes présidentiels, des programmes de campagne, en général, bon, c'est destiné un peu à l'électorat. Je crois aussi qu'au niveau de la structuration des partis politiques, il y a des pas à faire. Notre démocratie est en construction aussi. Et donc, si on était dans un pays plus développé, peut-être que le niveau de préparation des documents de campagne allait être un niveau autre que celui qu'on connaît ici au Burkina. Vous savez qu'il y a même des partis qui ne peuvent même pas vous présenter un document comme ça, comme étant le document de leur campagne, le document de la vision. Donc, il y a les deux documents. Il n'y a pas de façon pure et dure un hiatus important. C'est au niveau des ambitions, en fait. Sinon, le programme présidentiel, le plan, c'est la traduction en langage de planification on va dire comme ça, du programme présidentiel. Et en langage de planification, ça veut dire on connaît la durée, donc c'est 5 ans. Ça veut dire on connaît aussi les ressources. Ça veut dire on évalue mieux les risques. Et c'est au regard de tout ça qu'on fixe de façon quantitative le résultat du taux de scolarité qu'on pense qu'on va pouvoir atteindre. Mais alors que, bon, comme je l'ai dit, bon, les programmes de société, je ne suis pas convaincu que les partis politiques, tous en tout cas, si on les met tous dans la même pot, en moyenne, ils doivent relever aussi le niveau de préparation. C'est un peu ça. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce travail qui est fait au niveau des partis politiques, d'abord les candidats et par la suite au niveau, je dirais, de l'administration? Moi, au niveau des partis politiques, nous, on a eu à éplucher les projets de société. Il y a eu beaucoup de faiblesses, il y a eu beaucoup de copier-coller, etc. Bon, beaucoup de partis n'étaient pas très bien outillés. Donc j'en reviens justement au travail d'une structure comme, je ne sais pas si je vais dire, le secrétariat technique. Parce que justement, il faut que l'aspect scientifique là prime. En ce moment, ça devient une source pour tout le monde. Exactement. Pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire le nouveau référentiel. Avec des techniciens aguerris, on a des expertises qui vont contribuer ailleurs, dans d'autres pays même, pour renforcer les capacités. Ça doit pouvoir être indiscutable. Et quand le projet, enfin le document qui va sortir,
Parce que le problème, j'ai dit en début d'entretien, parce que quand le RND va sortir, immédiatement, on va dire que c'est le programme du président traduit. C'est comme si les autres ne sont pas dedans. Malheureusement, malheureusement, c'est une perception qui existe et ça, il faut qu'on travaille. Peut-être il faut reformuler. Peut-être, par exemple, en Europe, je ne sais pas s'ils ont des cadres comme le secrétariat technique, mais ils ont des instituts qui, par secteur, c'est indiscutable, ils tracent les horizons, ils font les projections, ils connaissent, le diagnostic est de façon périodique est fait. Donc, tous les partis politiques vont à la source et sur cette base-là, projettent leurs ambitions. Chacun apporte sa touche. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on est au début, hein, je pense qu'on fait un très bon travail. Les partis politiques sont en train de rentrer dans la danse parce que cette année, on a vu que la plupart des partis avaient du papier à montrer. Donc, avec des chiffres, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Comment? Oui, effectivement, on l'a déjà dit, hein, notre processus est en construction. Oui. Et si on doit bien suivre la loi du 28 juillet 2018, là, c'est ce 2018, je crois, oui, effectivement, on devrait en principe arriver à ce qu'on demande aux candidats, pas ce qu'ils nous promettent, mais quelle est la stratégie qu'ils comptent mettre en place pour relever le défi que nous avons déjà identifié. En ce moment, il n'y a pas de divorce entre les objectifs. Au niveau de la société civile, où nous avons essayé en tout cas de mettre en place un processus de suivi des engagements du président Roch Marc Christian Kaboré. Quand on a regardé, même quand on a regardé le projet, les projets cette année, hein, pour l'élection de novembre 2020, là, on a vu qu'en fait, on peut tout reprocher à ce président, sauf l'ambition. Donc nous avons dit effectivement que Zéro Corvée d'eau traduit plutôt une vision, une ambition. Mais quand on s'est mis avec l'administration pour élaborer, disons, les documents de politique publique, et M. Alain Cyril l'a dit, hein, au fait, on tient compte des risques, on tient compte de cela. Quand on a évalué les performances de Roch Christian Kaboré, lui-même, il le dit, hein, j'ai été gêné par l'insécurité, ça veut dire que le risque n'avait pas été calculé. Mais à ce moment, à qui la faute en ce moment? Mais justement, j'en viens. Même la Covid-19, qui s'est pas seulement en 2020, a été évoquée. C'est pourquoi justement, dans le nouveau référentiel, j'ai beaucoup apprécié l'esprit de l'équipe technique qui dit effectivement il faut qu'on travaille à intégrer les thématiques émergentes. La sécurité, Covid-19, le changement climatique, le genre, développement endogène. Ça veut dire qu'en principe, en 2025, il ne sera plus permis à quelqu'un de justifier une contre-performance par la sécurité. Puisqu'on l'a planifié, et j'aime bien ce mot. Oui, on a intégré, on a calculé les risques. D'accord. Alain Cyril, avant de réagir peut-être à ce que M. Pouya a dit, comment est-ce que, pour ce nouveau référentiel, vous tenez compte justement de ce facteur-là, les risques? Eh bien, bon, pour ce qui concerne les risques, hein, bon, on a carrément une procédure d'identification des risques qui peuvent survenir dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et par rapport donc à l'énumération qu'on peut faire de ces risques-là qui apparaissent, donc l'approche est un peu qualitative, hein, on s'efforce de se donner, d'apprécier la probabilité que cela arrive, la probabilité que la situation sécuritaire se dégrade davantage, la probabilité que il y ait encore des difficultés climatiques. Donc, si ça devait intervenir, on pré-identifie ce qu'il faut faire en fait, au regard de chaque risque. Voilà, donc la procédure, elle existe, la manière de l'identifier. Donc on travaille en consultant l'ensemble des experts dans leur secteur et puis donc on fait une recension des risques et puis donc au regard de cette recension des risques, on projette des stratégies qui, si les risques arrivent, on utiliserait. C'est ce que tu as dit, la société civile. Il y a un élément qui là où vous voulez. Oui, je voulais quand même sur les programmes présidentiels, les programmes des candidats. En fait, ça devait être des visions de société. Normalement, dans les pays qui sont de niveau de démocratie avancée, quand un parti de gauche parle, on sait que ça, c'est un parti de gauche. Bon, par rapport à la fiscalité, à la gestion des finances, là, ça, c'est un programme de gauche. Par rapport à l'éducation, ça, c'est un programme de gauche, etc. Donc, ça devait être comme ça. Donc, on devait l'apercevoir comme étant des visions, comme il a dit, et pas comme quelque chose qu'on doit pouvoir faire en même temps en 5 ans. Voilà, non.
un politicien, il doit pouvoir donner un discours qui élève en fait son peuple, voilà, vers de meilleurs horizons. Voilà pourquoi les programmes de société, par nature, elles sont assez ambitieux. Voilà, ambitieux. Et donc, une fois que vous êtes élu, vous savez que vous n'avez que 5 ans pour conduire voilà, l'action. Vous devez maintenant davantage prioriser. Voilà. C'est ce que dit là, en fait, la loi sur la planification et la gestion du développement. Je voudrais qu'on dise juste un mot par rapport au processus avant de passer à autre chose. Je le disais tantôt, c'est un point de la société civile. On l'a vu, en tout cas, encenser un peu le processus, alors qu'avant, on avait l'impression que tous nos référentiels, les projets de développement étaient dictés de l'extérieur. Quelle est la particularité avec le RND? Bon, par rapport donc effectivement au processus de préparation de ces documents-là, dans le temps, bon, ouais, le pays n'avait pas peut-être beaucoup de compétences en la matière et souvent il recourait à l'assistance technique internationale pour préparer donc ce genre de documents. Et quand c'est comme ça, bon, c'est le mano à mano entre le gouvernement, bon, les ministères et puis bon, le partenaire qui apporte l'assistance et bon, le secteur privé, la société civile, bon, ils sont peut-être souvent invités vers la fin à l'atelier de validation. Bon, cette fois, avec le référentiel national de développement, bon, tirant leçon bon, aussi de cette insuffisance de favoriser la participation, l'implication des acteurs dès le départ. Donc, et tirant aussi, disons, profit du fait qu'on a la compétence aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont rodés dans la planification. Alors, on a proposé un nouveau dispositif d'élaboration dans lequel on a élargi même l'équipe de rédaction à la société civile, au secteur privé. Et dans la société civile, on a même élargi l'équipe de rédaction à la société civile qui travaille sur les urgences humanitaires en raison donc du contexte particulier du nombre de déplacés internes important. Donc on sait que c'est un pan de l'action donc, qui sera important dans le nouveau référentiel. On a tenu à impliquer des gens qui ont plus de compétences voilà, et d'expérience en la matière. Voilà un peu l'une des facettes donc, des améliorations qu'on a introduites dans le processus donc, de préparation du nouveau référentiel. À qui la faute si ça ne marche pas? Si après on a un référentiel qui n'est pas de bonne qualité, on dira... Bon, à qui la faute? Bon, on peut quand même dire qu'on a réussi l'implication des parties prenantes essentielles à l'étape de la préparation de l'élaboration. Maintenant, s'ouvre grandement l'étape de la mise en œuvre, l'étape de suivi et de l'évaluation. Là aussi, il nous faut réussir le pari à impliquer davantage les acteurs et ne pas peut-être continuer de donner l'impression que l'État peut tout faire. Donc on doit pouvoir faire jouer la subsidiarité, c'est-à-dire là où la société civile est compétente, qu'on lui fasse confiance, qu'on lui laisse l'autorité pour à faire avancer les choses. Pareil pour le secteur privé. Abdoulaye Tao, on aura le RND pratiquement un an après, donc ça va bouffer la première année du mandat de Roch Kaboré. Quel commentaire vous faites justement? Non, je pense que je ne suis pas le seul à faire ce commentaire. On constate que, comme avec le PNDS, la mise en œuvre pratique va commencer pratiquement une année après. Bon, je pense que c'est le processus même d'élaboration. On a parlé d'un élément contrainte législative qui fait qu'on ne peut pas l'adopter dès le début du mandat, puisqu'il faut qu'il y ait un exécutif et qu'il y ait, comment on appelle ça, un pouvoir législatif qui valide par après le document. Donc ça veut dire qu'on est contraint, si le dispositif ne change pas, on sera contraint à chaque fois de perdre pratiquement une année. Maintenant, je ne sais pas techniquement quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en œuvre pour raccourcir ces délais-là, parce que compte tenu des urgences, bien évidemment, le peuple s'attend à ce qu'on engage. Vous avez vu même qu'avec la loi de finances rectificative, il y en a qui s'en sont
On a trouvé des gens qui disent, mais pourquoi ça met autant de temps, presque 4 mois après qu'on a commencé à dire que le budget est OK, on peut travailler. Donc, d'accord. Non, par rapport à ça, donc effectivement, la loi, et même pas la loi en fait, et même pas la loi. Vous imaginez quand vous avez un nouvel exécutif, évidemment, il doit montrer qu'il a un document, hein, qui traduit, voilà, son programme de société, ou en tout cas la tranche qui peut être exécutée au cours de 5 ans. Maintenant, effectivement, le processus de préparation implique de consulter les gens, d'impliquer les gens, et il y a une validation successive, donc, qui fait que bon, ça prend quelques mois pour parcourir tous les échelons du processus. Mais je voudrais dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore le certificat de naissance de votre fils que votre fils ne vit pas. Non, je voulais dire ça parce que à partir du moment où il y a un programme présidentiel sur la base duquel le président a été élu, on n'attend pas que le président signe le décret. Nous sommes tous vraiment pressés de préparer le projet de décret qui signe l'adoption, la mise en vigueur officielle. Mais le travail se poursuit. Mais c'est sur quelle base le travail se poursuit? Non, mais il se poursuit sur la base donc, des chantiers en cours. Et vous savez très bien que le développement est un processus continu. Quand vous regardez les immatriculations des routes, vous voyez que le chantier, bon, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Donc, il y a des chantiers en cours qui vont qui glissent entre les différents référentiels. Parfois, ça glisse autour de plusieurs référentiels. Et il y a des actions concrètes qui figurent dans le programme présidentiel, qu'on lance déjà, on commence à les exécuter. Déjà, la loi de finances ouvre les crédits pour que beaucoup de choses commencent à se faire. Maintenant, l'adoption définitive du document, c'est quand bon, on est content, on est d'accord avec comment on a replacé les choses du point de vue technique, que c'est là où on signe le décret, mais ça c'est pas à partir de ce mois qu'on déclenche le début de la mise en œuvre de l'action. Oui, je voulais juste ajouter effectivement que le développement est continu. Bon, au fait, le développement du Burkina Faso ne sera jamais la suite successive des pas que les différents présidents ont eu à mettre en place. Donc, sur le plan légal et sur le plan légitime, nous ne sommes pas hors la loi en tant que tel. Puisque c'est quoi? Disons, même le juge l'a prévu, hein, en attendant que le nouveau RND soit validé et officialisé, disons, le mandat met en place, on continue le PNDS, hein, en quelque sorte. Et comme il a su le dire, il y a les activités qui sont en cours que nous menons. Même les actions de la société civile. Mais on ne va pas dire, voilà, maintenant que Rochma Christian Kabore a fini son mandat, bon, on attend pour encore. Non, ça continue en quelque sorte. Donc c'est continu. Il n'y a pas de balkanisation, si on peut ainsi dire. Je reste avec vous, cette fois-ci, pour aborder un autre pan, justement, de cette question de développement. Pour le commun des Burkinabés, ce document n'a pratiquement pas d'importance, ça n'a pas de valeur. Ce qu'ils veulent seulement, c'est en fait de se sentir mieux, de sentir de l'amélioration dans leur quotidien. Pour vous, quels sont les éléments sur lesquels il faudra mettre l'accent pour accélérer le développement du Burkina? Célestin Pouya. Je pense qu'il faut d'abord qu'on précise que le développement, ce n'est pas quelqu'un qui développe au bénéfice de quelqu'un d'autre. Tout le monde, nous sommes acteurs. Il y a des gens qui ont été élus pour ça, on vous dira. Oui, ils ont été élus pour accompagner, mais nous ne sommes pas là pour dire, voilà, on vous a élu, développez-moi. Chacun doit être acteur. Je pense que c'est l'appropriation du citoyen, de la société civile, à l'élaboration, à la mise en œuvre, à l'évaluation des politiques publiques qu'il faut chercher à renforcer. Comment le citoyen ne va pas se sentir dans une politique de développement dans laquelle il a été appelé à contribuer? Quand on regarde le processus, il y a eu des consultations. La société civile, les différents secteurs... Est-ce que la société civile représente suffisamment la population? Oui, bon, c'est selon, hein, en quelque sorte, mais au moins on sait que l'administration a essayé de voir quelles sont les sociétés civiles, et puis on n'a pas travaillé sur les individualités, hein. On a travaillé sur les fêtières. Par exemple, le SPON y était. Et le SPON, c'est combien? C'est une ONG qui compte 256 ONG.
Et si on parle même des fêtières qui y sont, nous sommes à plus de 1000, même de 4000 si on peut ainsi dire. Donc quand même, on peut se dire que si l'État implique son interlocuteur direct quand il doit parler à la société civile, on peut se dire quand même qu'il y a une certaine légitimité, une certaine validité. Donc je reviens pour dire effectivement qu'il faut que les citoyens s'impliquent pas seulement dans dire voilà que disons, on connaît ce document, même dans le suivi. C'est pour ça qu'effectivement, la société civile, comme le SPON et puis les ONG comme Water, etc., on travaille pour améliorer la culture de redevabilité des gouvernants. On va revenir à la redevabilité. D'accord. Mais aujourd'hui, si on vous demandait de définir 2 ou 3 axes prioritaires qui peuvent porter le développement du Burkina, ce serait quoi? Mais j'ai déjà dit, parce que disons, quand on a mis en place l'équipe en tout cas qui doit élaborer, on peut se dire que on va faire sortir un document qui soit pertinent, qui soit en adéquation avec les priorités de développement du Burkina Faso. Vous avez pour la question à savoir, si ça ne va pas, à qui la faute? Mais c'est à nous tous, on a été impliqués. Okay. Donc il y a d'abord ça. Donc maintenant, ce qui va suivre maintenant, c'est pouvoir mettre en place un système de suivi. Un système de suivi de ces politiques publiques-là. On se félicite tout le temps que le Burkina Faso est fort dans l'élaboration des politiques publiques, mais on ne dit rien par rapport à la qualité en tout cas de ce suivi-là. À chaque fois qu'on dit qu'on a été contre-performant, c'est toujours des bagarres. Une autorité qui se défend, qui se met à la défensive, puis aussi la société civile aussi qui se met à accuser, alors que tout le monde en principe est coupable, comme dit la chanson. Donc il faut impliquer tout le monde dans un processus de suivi des politiques publiques et des engagements de ceux qui ont été élus. D'accord. Et Abdoulaye Tao, pour vous, quels sont les éléments sur lesquels il faudra mettre l'accent pour espérer, en tout cas, satisfaire les besoins et les grands besoins des Burkinabés au cours des 5 prochaines années? Je pense que quand on regarde les 4 axes du projet de référentiel, ça reprend en gros, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la base, ça va être la sécurité, et puis secondo, la santé. Ça, c'est des trucs qui sont transversales. C'est-à-dire que tout développement ne peut se construire sans ces 2 aspects. Et pour moi, personnellement, je pense que les paradigmes n'ont pas changé. Hein. La santé, l'éducation, les infrastructures et un fort accent sur l'agriculture. Pour moi, si dans ces 4 secteurs-là, on réussit à faire des progrès considérables, on peut dire qu'on avance. D'accord. Alain Siri, oui. Vous qui êtes donc premier responsable de ce référentiel, vous avez dirigé le PNDS. Les Burkinabés veulent juste manger à leur faim, envoyer leurs enfants à l'école sans trop de difficultés se soigner. Comment vous comptez traduire cela en actes concrets? Bon, je pense que d'abord, il faut qu'on s'entende sur ce que c'est que le développement économique. Le développement économique, pour résumer, c'est un ensemble de transformations qualitatives qui accompagnent une croissance économique durable. Donc, il y a la croissance économique et elle doit être durable. Donc, elle doit être sur une longue durée. Et il y a des transformations qualitatives qui se matérialisent, et là je suis d'accord avec Tao, par l'amélioration de la santé, la longévité des Burkinabés et dans la santé, par le relèvement du niveau d'éducation et de formation des habitants d'un territoire économique donné, par aussi l'amélioration des infrastructures et de l'urbanisation. Quand tu rentres dans la ville, dans une agglomération où il y a le développement, ça se voit. Les rues sont bien tracées, elles sont propres, il y a l'énergie propre, etc. Les bâtisses sont bien faites, elles sont propres. Voilà en gros vraiment ce que c'est que le développement. Donc on s'entend tous sur ça. Il faut éduquer, former, il faut la santé, il faut des infrastructures accessibles à des coûts accessibles pour permettre la productivité des entreprises, pour qu'elles soient compétitives. Il faut un cadre de vie sain, donc des bâtisses bien faites. On est vraiment d'accord tous là-dessus. Et il faut de la sécurité. Donc ça, c'est une condition de base. Souvent, dans le temps, on oubliait de le mettre parce qu'on considérait que ça existait. Donc, du point de vue stratégique, ce qui change, c'est d'abord d'assurer effectivement la sécurité, la paix et la cohésion. Donc, ça vient justement dans l'axe 1.
dans l'axe 1, c'est vraiment la condition de base pour qu'on voit ces transformations qualitatives-là donc, se faire massivement jour. Et puis par la suite, donc maintenant, effectivement, les grands axes, comme tel qu'il l'a dit, il faut continuer d'améliorer le développement là, du capital humain. Il faut continuer de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois, mais bien sûr, nous devons continuer d'améliorer aussi donc la gouvernance. Et par rapport à ça, moi je pense que ce qui va le plus amener donc, les changements, c'est comment on s'organise autrement pour assurer la mise en œuvre. Et de ce point de vue, je suis vraiment d'accord avec Célestin donc, quand il dit qu'il faut que tout le monde s'approprie le plan, tout le monde s'investisse, et c'est là où on va effectivement enclencher le... En tout cas, par rapport au suivi et évaluation, mais je voulais en même temps... Bon, allez-y. Oui, je voudrais ajouter que, disons, ce qui sera important et déterminant dans le nouveau référentiel, c'est vraiment le développement du capital humain. Nous sommes dans un contexte d'insécurité, un contexte de défis sanitaires, un contexte même de défis en termes de changement climatique. Donc ici, il faut qu'on mette l'accent sur l'accès par les populations aux services sociaux de base. Tao l'a dit, l'éducation, la santé, mais aussi les services en tout cas, les services d'accès à l'eau potable, les services d'hygiène, les services d'assainissement, qui sont des défis silencieux dont personne n'en parle, mais qui a un impact sur tout le processus en tant que tel. Et aujourd'hui, avec le contexte des personnes déplacées, dû à la Covid, dû à l'insécurité et tout consort là, quand vous regardez, mais vous n'imaginez pas comment il y a des communes dont la population a été doublée. Alors que déjà, les infrastructures, par exemple, sanitaires ou d'assainissement n'étaient pas au plus beau fixe. Comment est-ce que nous gérons ces choses-là? Donc, pour moi, un des défis dans la mise en œuvre de ce nouveau référentiel, c'est comment est-ce qu'on travaille à ce que la personne puisse avoir d'abord accès aux services sociaux de base, ce qui est vital là. On pourra ensuite maintenant voir effectivement, oui, il faudra une avenue, vraiment une grande avenue à deux sens qui lie Coupéla à Ouagadougou. On en a besoin par exemple. Oui, mais il faut voir ça en termes d'accès aux services sociaux de base. Monsieur Siri, justement, comment est-ce que vous traduisez cela dans ces politiques? Parce que le reproche a été fait pour ce qui concerne le PNDS. On dit qu'on n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées de leur localité précédente. Comment est-ce que vous en tenez compte dans le RND? Oui, justement, la sécurité, elle quitte désormais la matrice de gestion des risques en termes dans le document pour devenir carrément un axe. Donc, c'est l'axe renforcer la résilience, la sécurité, la paix et la cohésion sociale. C'est carrément tout un axe. Et donc, cet axe va prendre en compte les actions qui vont rentrer en ligne de compte de la politique de sécurité nationale et de ses instruments d'opérationnalisation, de tout ce qu'il faut faire pour renforcer la cohésion sociale, donc la cohésion nationale. Il y a toute une stratégie donc, qui... Est-ce que là, ça tient compte justement de ces populations déplacées internes? Oui, bien entendu, puisque les programmes, les projets qui vont être mis en œuvre, les actions qui vont être mises en œuvre, c'est vraiment améliorer le niveau de relèvement des personnes déplacées internes, donc soit sur place, soit sur ceux qui vont désirer retourner dans leur territoire d'origine. Il faut les accompagner leur retour volontaire, etc. Donc ça va être c'est le premier pas en fait. Comme la loi des finances, on aime les chiffres, je crois qu'on va peut-être scruter vraiment les projets contenus dans le PNDS, parce que ce que vous dites, ça dit comment l'aspect sécurité, résilience va être traduit concrètement. Exactement. Et moi, je suis curieux de savoir comment le PUS, le PADEL, oui. comment, parce qu'ils ont été confrontés à la réalité de terrain, comment ils se réadaptent, comment on réorganise tout ça pour effectivement avoir les résultats. Est-ce que vous pensez pour ces deux programmes que c'est déjà un échec? Non, pas un échec, parce que là où ils ont pu mettre en œuvre leurs activités, ça bénéficie aux populations. Donc le contexte sécuritaire a fait qu'il y a le paquet d'actions
qui était prévu n'a pas pu, tout l'ensemble des projets, n'a pas pu être exécuté. Donc, si on décide d'augmenter l'enveloppe, ça c'est un indicateur, ça veut dire qu'on a tenu compte de la sécurité, qu'on va améliorer la sécurité. C'est pour ça que j'ai dit que quelque part, ce serait bien de voir les projets puis les chiffres qui sont en face. Ça va nous permettre de voir vraiment l'engagement qui a été pris dans la programmation de ce. La question que je voudrais vous poser, on dit que le développement il sera endogène ou il ne sera pas. Comment justement, je ne sais pas s'il faut dire encore, traduire cela dans ce document, mais comment est-ce que vous voyez la prise en compte du développement endogène? Moi, je pense que ce sont de... Excusez-moi, je vais dire quelque chose peut-être d'aberrant, mais je vais dire que peut-être c'est de gros mots. Je vais peut-être froisser les spécialistes, mais je pense que quand dans l'élaboration d'un projet, même au niveau ONG, au niveau gouvernement, quand on arrive à impliquer les populations à la base, je prends l'exemple de mon village, j'ai fait un peu de publicité si vous me permettez. Non, en saison de pluie actuellement, on a des problèmes pour quitter le village. Les populations ont attendu longtemps, ça ne venait pas. Elles ont décidé elles-mêmes de construire un pont. Et aujourd'hui, tout le monde a court, chacun avec sa tonne de ciment. Mais ça, l'autorité est obligée d'intégrer cette donne-là parce que c'est un besoin. Même si les populations le font très mal, l'autorité va intégrer ça comme un besoin urgent de la population pour résoudre le problème. Donc, s'il y a des concertations, qu'on intègre les préoccupations des populations à la base, comment vous voulez vous en sortir et que c'est matérialisé par un document qui est validé jusqu'au niveau. Parce qu'il y a des gens qui voient dans endogène, c'est nous qui on fait notre propre développement, c'est comme si l'État ne peut pas accompagner. L'État peut lui-même intégrer ses besoins de la population, les moyens de la population aussi, pour essayer de les accompagner. C'est aussi ne pas forcément être, comment dirais-je, à la remorque des partenaires internationaux, comme on le dit, comment faire des programmes qui puissent vraiment tenir compte de nos besoins au plan local, peut-être. Oui, je pense qu'il faut le redire, le nouveau, disons, on dit référentiel de développement. Quand vous le lisez, vous n'allez pas avoir des actions opérationnelles à l'intérieur, aussi et même gardées. Et Alain Cyril l'a précisé, ça veut dire qu'après cela, on devrait avoir une contextualisation, adaptation au niveau régional, au niveau communal, on pourrait imaginer même jusqu'au niveau, village en tant que tel. Et dans l'esprit même de l'élaboration du nouveau référentiel, disons, les acteurs ont eu cela en tête. Je pense qu'on a même fait, venir des expériences de la Corée, notamment le modèle coréen. Alain est encore mieux placé pour le parler. On a parlé de Saimol Undong. Mais quand on regarde, c'est comme a dit Tao, ça ne veut pas dire que la communauté est indépendante. Ça veut dire effectivement qu'elle utilise ses valeurs pour entrer dans son développement. Et c'est ça qui a fait démarrer la Corée. Et je vous rappelle qu'effectivement, ce modèle coréen-là a été, disons, les archives ont été intégrées comme étant patrimoine de l'UNESCO. Il y a plus de 100 pays qui sont inspirés par rapport à cela. Donc, en réalité, c'est comment est-ce qu'au niveau village, au niveau communauté, au niveau communal, on s'approprie du nouveau référentiel avec nos propres valeurs en tant que telles. Et quand vous regardez, pourquoi on dit culture, au niveau du modèle coréen, la culture a été importante. Et justement, j'aime bien la question de M. Paré quand il dit faire attention aux organisations internationales, oui et non. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'approprie. Vous voyez, on dit, voilà, oui, le problème il faut clarifier les concepts. C'est quoi le genre? Est-ce qu'effectivement, dans nos cultures, la femme est seulement et exclusivement la marginalisée? Est-ce que nous n'avons pas des valeurs sur lesquelles il faut faire vibrer? Au lieu de partir des constats négatifs, pourquoi ne pas partir des constats, par exemple, je parle du problème de genre, pourquoi ne pas partir des constats qui la valorisent en tant que telle? Et là, il y en a. Et je vous rappelle que l'Empire Mwaga n'a pas été créé par un homme, mais on parle d'une femme, Yenenga, et on parle de Gimbi Ouattara à l'ouest. Même dans nos villages, là, il y a des valeurs sur lesquelles on doit faire vibrer pour effectivement mettre en œuvre ce référentiel-là. D'accord. Allez, Cyril. Voilà.
Il y a aussi cette question, avant de réagir sur les propos de M. Pouya, par rapport donc à la mobilisation même des ressources. Je voudrais que vous réagissiez aussi là-dessus. C'est bon d'avoir des ambitions, mais c'est aussi mieux de pouvoir mobiliser des ressources, surtout à l'interne, pour amorcer le développement. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je l'avais déjà dit. Donc, quand on parle d'instruments de planification, bon, on voit aussi derrière le budget qui doit permettre d'opérationnaliser donc les ambitions qu'on y consigne. Donc, de ce point de vue, par rapport à la mobilisation des ressources domestiques, le plan, le nouveau référentiel donne des orientations dans ce sens, puisqu'il ambitionne de porter progressivement les recettes fiscales sur le PIB pour quitter quelque chose comme 14% actuellement, un peu moins, pour aller progressivement titiller les 18% de mobilisation. C'est pas peu? Ce n'est pas peu dans le contexte des pays comme le Burkina Faso. Parce qu'on ne mobilise pas suffisamment les ressources, on dispose d'assez de ressources, surtout au niveau des impôts, qu'on ne mobilise pas assez. Oui, ce n'est pas peu. C'est vrai que la norme, qui est une norme minimale, que les pays de l'UEMOA et de la CEDEAO ont retenu, c'est 20%. Mais bon, quand vous avez 18%, quand même, c'est bon. Mais je disais aussi que on regarde ce qui est dans l'ordre du possible aussi, parce que quitter un peu moins de 13% pour atteindre 18% en 5 ans, c'est un grand écart. Voilà, c'est très, très, très difficile. Ça veut dire que vous gagnez 1 point de PIB par an. 1 point de PIB, on a un PIB autour de 7 000, 8 000 milliards aujourd'hui. 1 point de PIB, ça vous fait 80 milliards de plus chaque année. Donc, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc, du coup, mais cette problématique est bien prise en compte dans le nouveau référentiel. Puis, même la mobilisation des financements des Burkinabés de l'extérieur, la mobilisation des financements des partenaires techniques et financiers, si on veut dire aussi des ONG. Donc, tout ça est bien pris en compte dans le nouveau référentiel et qui devrait donc permettre d'ajuster la stratégie de mobilisation des ressources que le ministre en charge des Finances va forcément porter. Donc, voilà. Mais par rapport à la nécessité de recourir aux instruments, aux mécanismes du développement endogène, effectivement, le nouveau référentiel n'a pas manqué d'en tenir compte. Et d'ailleurs, ça a été l'une des recommandations des dernières assises nationales, donc réalisées autour du 25 mai dernier. Les participants ont vraiment recommandé de faire recours à ces mécanismes-là où on permet aux populations qui sont organisées, qui peuvent prendre en charge un certain nombre donc, de priorités. On leur permet d'engager certains chantiers et l'État les accompagne avec l'appui aussi des partenaires, puisqu'il y a des partenaires qui travaillent à travers donc ce mécanisme-là de la réalisation endogène des projets. Donc, je sais que Helvetas, par exemple, qui est une ONG suisse, voilà, agit dans ce sens, a de bonnes expériences en matière de réalisation de pistes rurales dans l'Est. Je me rends compte que le plus important, et pratiquement au thème de cette émission, c'est l'appropriation du document par les populations, surtout le suivi, évaluation. Et Abdoulaye, rapidement, comment justement les populations peuvent se l'approprier et en tout cas s'assurer que tout se passe comme prévu? Je pense que déjà, ce qu'on a constaté, c'est que dans l'élaboration, il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de parties prenantes. Maintenant, comme on ne peut pas toucher tout le monde jusqu'au coin le plus reculé du pays, derrière, une fois que ce document-là est prêt, il y a un grand travail de communication. Je crois qu'avec le PNDS, la dernière fois, c'est ce qui avait été fait, même s'il y a eu des couacs, mais on va toujours tirer les leçons, c'est de le vulgariser. Et chacun va regarder à son niveau de compétence, qu'est-ce qu'il peut apporter comme contribution, qu'est-ce qu'il peut ajouter comme contribution pour améliorer la construction de l'édifice national. C'est un gros travail de communication et ça c'est pour tous les acteurs. C'est pas que c'est le secrétariat technique, mais les ONG qui ont participé vont aussi faire l'effort.
les médias qui ont entendu, qui ont le document, vont aussi courir auprès des techniciens pour élucider certains concepts qui ne sont pas clairs, pour permettre au plus grand nombre de comprendre. Célestin Pouya. Oui, Tao parle bien de communication. Il faut dire que, disons, un des aspects particuliers de ce nouveau référentiel est qu'il sera assorti d'une stratégie de communication. Je pense qu'Alain Siri peut le dire encore mieux que moi. Maintenant, après cela, mais il faut que les différents sectoriels puissent contextualiser. Je le dis encore, c'est un document d'orientation. Ça veut dire qu'au niveau régional, au niveau communal, les différents plans de développement que les gens vont élaborer doivent s'inspirer de cela. Et si effectivement la gouvernance locale est bien menée, ça veut dire qu'on aura la qui doit s'assurer justement que tout ce travail est fait, que le référentiel national de développement est décliné au niveau justement village. Je pense que le secrétariat technique fera son travail en tout cas de partage, tout qu'on soit en tant que tel, mais l'appropriation revient au gouvernement au niveau local. D'accord. Quelle est la capacité d'un maire effectivement à s'approprier et à orienter, et puis aussi à faire des choses jusqu'au niveau village. D'accord. Merci bien, on est pratiquement au thème de l'émission. Monsieur Siri, ce qu'on a reproché au PNDS, c'est que l'évaluation à mi-parcours, c'est pratiquement à la fin. Est-ce qu'on pourra l'éviter pour ce qui concerne le RND? Oui, effectivement, l'évaluation à mi-parcours du PNDS a été réalisée en 2019. Donc, il restait une année. Mais le problème, c'est que tu as besoin de l'information pour pouvoir évaluer. Alors, si on voulait évaluer pile poil à mi-parcours, on n'aurait que les 2 premières années d'évaluation. C'est possible, ceci est possible d'évaluer sur la base des 2 premières années de mise en œuvre. En tout cas, merci à vous. Je rappelle que nous recevions pour vous sur ce plateau Alain Siri, coordinateur technique du dispositif d'élaboration du RND, Abdoulaye Tao, donc journaliste au journal L'Économiste du FASO, spécialiste des questions économiques, et Célestin Pouya, analyste politique, membre du comité de rédaction du RND au titre du SPONG. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette émission. Merci à vous qui êtes venus, merci à vous qui l'avez suivi. À très bientôt pour d'autres informations sur Burkina Info.